Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime vous propose ce soir des faits divers exceptionnels qui ont mobilisé l'opinion publique jusqu'au plus haut sommet de l'État. Crime spécial, ils ont fait appel au président de la République. C'est tout de suite. Au mois de juillet 2014, Sandrine et sa fille Alice passent des vacances paisibles dans la station balnéaire du Grau-du-Roi. Mais lors d'une fête municipale, leur séjour va se transformer en cauchemar. Un homme agresse sexuellement la jeune fille de 12 ans. Les gendarmes, appelés immédiatement par la mère de famille, interpellent l'homme sur le champ et l'amènent au poste de police. Ils découvrent alors que le suspect a un très lourd passé judiciaire et vont plonger dans une histoire qui remonte au début des années 80. Une affaire incroyable qui, à l'époque, avait mobilisé la France entière. Je crois qu'il y avait des milliers de personnes, mais je crois qu'il y en avait 4 ou 5 000. C'était absolument hallucinant, le nombre de gens qui ont dit « mais il faut sortir Tangor de prison ». Pour les victimes, je peux vous dire que ça provoque des cauchemars. Quand la presse dit que M. Tangor est innocent et que son comité de soutien se fait fort de le démontrer, et que M. Mitterrand le gracie, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Le 23 juin 1991, la ville de Mougins, sur la Côte d'Azur, est le théâtre d'un drame qui va connaître un retentissement national. Guylaine Marchal, une riche veuve de 65 ans, est retrouvée morte dans la cave de sa villa. Les gendarmes, arrivés sur place, ont la stupéfaction de découvrir sur les murs de la cave une inscription en lettres de sang « Omar m'a tué ». Pour les enquêteurs, c'est le début d'une affaire à multiples rebondissements, pour laquelle le président de la République en personne va être obligé d'intervenir. Une affaire qui, 25 ans plus tard, n'a pas fini de révéler tous ses mystères. Le nom de l'assassin en lettres de sang et en plus une faute d'orthographe. Vous voyez, on est dans quelque chose effectivement qui tout de suite donne à penser, donne à fantasmer. Crime spécial, ils ont fait appel au président de la République. Vous propose pour commencer de revenir sur l'histoire de Luc Tangor, le seul condamné français qui a bénéficié d'une grâce avant d'être condamné à nouveau. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'incroyable histoire de Luc Tangor. Un violeur en série aux 2 visages. En 35 ans, ce père de famille va se retrouver à 3 reprises dans le radar de la justice. Une affaire hors norme qui va mobiliser tout un pays jusqu'à atteindre le sommet de l'État. Je crois qu'il y avait des milliers de personnes, mais je crois qu'il y en avait 4 ou 5 000. C'était absolument hallucinant, le nombre de gens qui ont dit « mais il faut sortir Tangor de prison ». Pour les victimes, je peux vous dire que ça provoque des cauchemars. Quand la presse dit que M. Tangor est innocent et que son comité de soutien se fait fort de le démontrer, et que M. Mitterrand le gracie, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Nous sommes dans le sud de la France, au Grau-du-Roi, à une trentaine de kilomètres de Montpellier. Cette commune, située au bord de la mer Méditerranée, séduit chaque été de nombreux touristes, avec ses 18 kilomètres de plage de sable fin, ses arènes et son port de pêche traditionnel. Les Grau-du-Roi, c'est une station balnéaire du sud de la France qui se situe aux portes de la Petite Camargue et qui voit son nombre d'habitants, je veux dire, se multiplier par 10 en période estivale. De 8 000 habitants, on passe à 100 000 habitants. Fin juillet 2014, une jeune fille de 12 ans que nous appellerons Alice profite de son séjour au Grau-du-Roi pour assister à une fête municipale avec sa mère, que nous appellerons Sandrine. Des vacances paisibles qui vont brusquement interpelle sur le champ l'homme d'une 50aine d'années et l'emmène au poste.
Mais qui est ce père de famille qui s'en serait pris à 2 reprises à Alice? En est-il à sa première victime? Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais l'homme qu'ils ont sous les yeux est loin d'être un inconnu pour la justice. Au poste de gendarmerie du Grau du Roi, peu de temps après l'interpellation du quinquagénaire, Alice et sa mère déposent plainte. L'agresseur supposé de l'adolescente est donc placé en garde à vue. Il explique alors aux enquêteurs les raisons de sa présence sur les lieux. Mon client, comme chaque été depuis plusieurs années, il se rend au Grau du Roi avec sa famille et il passe ses vacances en famille l'été au Grau du Roi. Et il conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Les gendarmes décident malgré tout de s'intéresser de plus près au profil de ce père de famille de 55 ans, nommé Luc Tangor. Ils font alors une découverte stupéfiante. Ils s'aperçoivent que Luc Tangor a fait 19 ans de prison pour des méfaits identiques et plus sérieux d'ailleurs dans les années 80-81 puis dans les années 88. En 1983 et 1992, Luc Tangor a déjà été condamné à 2 reprises pour des faits de viol et d'attentat à la pudeur. Tout commence la nuit du 31 mars 1981 dans le 8e arrondissement de Marseille, devant le domicile d'une jeune femme de 31 ans que nous appellerons Ariane. Ariane rentre chez elle après une soirée passée chez des amis. Elle est toute seule. Elle s'apprête à pénétrer à l'intérieur de son immeuble quand soudain l'individu surgit. L'homme la rattrape, lui dit qu'il est armé, qu'il vient de tuer quelqu'un et qu'il est recherché par la police. Il la somme de le ramener chez lui. Paniquée, Ariane s'exécute. Il dit à cette jeune femme qu'il habite près des Baumettes, donc elle prend la direction des Baumettes. Puis, elle a la surprise de constater que le véhicule doit continuer vers les Calanques. C'est un endroit assez éloigné de Marseille, assez isolé. Hein. Et là, le véhicule va être garé sur un parking. Son ravisseur lui révèle alors ses véritables intentions et lui annonce qu'il va la violer. Ariane tente de négocier, mais rien n'y fait. Et la jeune femme, sous la menace, finit par se soumettre à son agresseur. Une fois ce méfait subi, l'auteur va exiger d'elle qu'elle le ramène au point où il l'avait rencontré. Et puis, il va disparaître. Dès le lendemain matin, Ariane, toujours sous le choc, se rend au commissariat afin de déposer plainte pour viol. Elle raconte le drame qui lui est arrivé et là, les policiers lui expliquent qu'elle n'est pas la seule à qui ce type de drame est arrivé. En tout, entre décembre 1979 et avril 1981, ce ne sont pas moins de 17 plaintes qui seront déposées dans les 8e et 9e arrondissements de Marseille. Et les similitudes sont flagrantes. Le mode opératoire est souvent le même, c'est-à-dire qu'il menace les femmes à leur arrivée chez elles en leur disant qu'ils sortent de prison, qu'ils viennent de tuer quelqu'un, enfin il les impressionne, manifestement il les intimide. L'homme menace ses victimes à l'aide d'un couteau ou d'un revolver avant de procéder à des attouchements ou de les emmener dans les calanques de Morgiou afin de les violer. On a vraiment des éléments qui sont très précis, très répétitifs. Et là, à partir de ces éléments, l'enquête va vraiment commencer en ce sens qu'on va rechercher un violeur en série. Très vite,
Les médias s'emparent de l'affaire. L'agresseur a alors un surnom, le violeur des quartiers sud. Dans la cité phocéenne, l'inquiétude monte. Ce qui s'est passé à ce moment-là à Marseille, c'était une psychose qui était presque palpable. Toutes ces femmes étaient apeurées. Elles n'osaient plus sortir. Ou alors avec des amis masculins qui les accompagnaient, qui allaient les chercher, qui veillaient à ce qu'elles montent dans leur immeuble. Dans tous les commissariats de la ville, les policiers sont sous pression. Et c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Ils cherchent alors à dresser le profil de ce violeur en série afin de l'arrêter au plus vite. Mais ils ont demandé à des victimes qui avaient déposé plainte de décrire leur agresseur. Il est brun, porte des moustaches, il mesure approximativement 1,70 m. Il est chaussé de baskets blanches et il se déplace soit au volant d'une 2 chevaux, soit sur un cyclomoteur, selon les victimes. Et d'après la description qui en a été faite, ils ont établi un portrait robot. Alors, qui se cache derrière le violeur des quartiers sud? Comment cet homme a-t-il pu agir en toute impunité depuis près de 2 ans? Et surtout, les policiers réussiront-ils à l'arrêter avant qu'il ne commette un nouveau crime? À Marseille, le 12 avril 1981, les élections présidentielles approchent. Et il faut absolument empêcher le violeur des quartiers sud de sévir à nouveau. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Les policiers font des rondes, un équipage de la police repère un individu qui ressemble au portrait robot. Du reste, il a un comportement un peu étrange. Les policiers décident donc d'effectuer un contrôle d'identité. Ils lui font une palpation d'autorité en quelque sorte. Et qu'est-ce qui sort de sa poche? Un couteau. Un couteau. Est-ce qu'on se balade avec un couteau à 23h30 rue d'Aumy à Marseille? Non. La police se dit, gros lot, on est tombé dessus par hasard, on le tient. Le suspect est immédiatement emmené à l'hôtel de police. Il s'appelle Luc Tangor. Il a 22 ans et il est étudiant en sport à l'université de Lumini, à Marseille. Les enquêteurs s'étonnent alors du profil de ce jeune homme, bien sous tout rapport. C'est un garçon très gai, très vivant, quelqu'un d'équilibré, qui n'avait aucun problème. Il avait une fiancée, il avait des amis. Je veux dire, c'était un garçon tout à fait normal. Hein. En garde à vue, Luc Tangor apprend les faits qui lui sont reprochés. Et sa réaction a été la stupéfaction, parce que dès qu'il a été question d'attouchement sexuel ou de viol, Luc Tangor tombait les nues. Il ne comprenait absolument pas ce qu'on lui reprochait. Pour s'assurer d'avoir attrapé le bon individu, les policiers effectuent une perquisition à son domicile. Sur place, un certain nombre d'éléments les confortent dans leur intuition. On retrouve à son domicile un revolver factice, ce qui correspond tout à fait, pour le coup, à ce que les victimes ont dit, un blouson dont il aura été parlé également, et une veste tachée par des traces de corps gras. Or, les victimes ont indiqué que pour arriver à ces fins ignobles, il utilisait un corps gras. L'étau se resserre sur Luc Tangor. Une séance d'identification est alors effectuée. Et Ariane est la première à se présenter derrière la glace sans teint. La jeune femme de 31 ans est catégorique. Il s'agit bien de son violeur. Mais ce ne sera pas le cas de toutes les plaignantes. Certaines victimes le reconnaissent, disent le reconnaître immédiatement, mais d'autres jeunes femmes ne le reconnaissent pas vraiment, ne sont pas certaines, hésitent. Afin de consolider le dossier,
Les policiers décident donc d'expertiser la terre retrouvée sur le pistolet factice saisi au domicile de Luc Tangor. Ils ont analysé ces quelques grammes de terre qui persistaient sur le canon et ils ont vu que c'était exactement la même nature de terre que celle qui figurait sur le lieu des viols. Alors, Luc Tangor est-il bien le violeur des quartiers sud? Les enquêteurs parviendront-ils à faire avouer le jeune étudiant? Et les victimes obtiendront-elles gain de cause? À l'hôtel de police de Marseille, Luc Tangor clame sans relâche son innocence. Pour lui, la séance d'identification, autrement dit le tapissage, au cours duquel il a été présenté parmi des policiers, n'a pas été faite dans les règles de l'art. Le tapissage est tout à fait biaisé puisque on présente à la jeune victime des hommes qui sont parfaitement habillés, coiffés, rasés, alors que Luc Tangor sort d'une garde à vue. Un autre détail est mis en avant par la défense. Les victimes avaient indiqué que leur agresseur était chaussé de baskets blanches. Et le seul qui portait des baskets blanches, c'était Luc Tangor lui-même. Comment voulez-vous que les personnes appelées à reconnaître leur agresseur ne reconnaissent pas, puisque tous les policiers avaient des chaussures noires? Ça, c'est une erreur dramatique. En outre, Luc Tangor présente un alibi pour le soir du viol d'Ariane. À l'époque, il était hospitalisé à l'hôpital Sainte-Marguerite pour des problèmes dermatologiques. Il y avait un registre d'ailleurs d'entrée et de sortie. Et pour le fameux soir, Luc Tangor n'était absolument pas inscrit comme sortant dans ce registre. Mais pour les enquêteurs, l'alibi de l'hôpital ne tient pas. Luc Tangor a très bien pu sortir sans attirer l'attention. Et les alibis, donnés par ses parents ou encore sa fiancée, ne les convainquent pas. Ce ne sont que des alibis intéressés. Des alibis émanant de personnes qui l'aiment, qui le défendent, qui le soutiennent. Bon. Ce sont donc des alibis qui n'ont pas la valeur de la neutralité d'un témoignage désintéressé. Donc ces alibis ne seront pas pris en compte. Au final, Luc Tangor est poursuivi pour 4 viols, 1 tentative de viol et 6 attentats à la pudeur. À la prison des Baumettes, où il est en détention provisoire, Luc Tangor vit alors son incarcération comme une injustice. Et il entame une grève de la faim. Il était prêt à mourir pour démontrer son innocence. Dès lors, ses proches mettent tout en œuvre pour le sortir de là. Un comité de soutien s'est formé avec Gisèle Tichanet, qui était une femme chercheure au CNRS, au Centre national de recherche scientifique, et qui a pris en sympathie Luc Tangor parce qu'en plus, c'était une amie de la famille. Mais malgré cette mobilisation, toutes les demandes de remise en liberté de Luc Tangor sont refusées. Le 19 mai 1983, son procès s'ouvre alors devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. L'ambiance était très tendue. Luc est arrivé dans la salle d'audience en hurlant son innocence. Mais les victimes ne se démontent pas pour autant. Et lorsqu'elles se présentent à la barre, elles sont formelles. Et les victimes étaient catégoriques, d'une part, en disant « c'est lui, je le reconnais, c'est ses yeux, c'est sa voix ». Alors ça, c'est des phrases qui font mal. Hein. Face à ces accusations, Luc Tangor persiste à nier les faits. Une situation difficile à vivre pour les parties civiles. C'est horrible d'être violé par un homme, de l'avoir en face de soi comme accusé et de l'entendre dire que vous mentez. Après 6 jours de procès, le verdict tombe. Luc Tangor, qui a alors 24 ans, est déclaré coupable de 4 viols, 1 tentative de viol
et 5 attentats à la pudeur. En revanche, il est acquitté pour une des agressions. Sa condamnation, une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Si les victimes sont soulagées, du côté des proches de Luc Tangor, c'est un véritable coup de tonnerre. Ça a été terrible. Sa mère s'est mise à hurler, son père aussi. Vraiment, ça a été épouvantable, hein. Les gens présents ont très très mal réagi. Et Luc Tangor, il était tétanisé, il ne comprenait pas. Alors, Luc Tangor va-t-il déposer les armes? Ou au contraire, continuera-t-il à se battre du fond de sa cellule? Et quel incroyable rebondissement va avoir lieu dans cette affaire? Depuis le centre de détention de Muret, près de Toulouse, Luc Tangor poursuit son combat contre ce qu'il considère comme une erreur judiciaire. À l'automne 1984, il rencontre Hélène, qui donne des cours de langue morte à la prison. Elle est tout de suite charmée par le jeune détenu, qui a alors 25 ans. Cette facilité de contact qu'ont les méridionaux, c'est une qualité première de Luc, et c'est comme ça qu'il a pu conquérir tous les cœurs et toutes les personnes qui le rencontraient. Très vite, Luc Tangor parvient à émouvoir de plus en plus de monde. Son arme secrète, l'écriture. Il écrivait à longueur de journée, du matin au soir. Il envoyait des lettres à tout le monde et ça a touché véritablement un certain nombre de personnes, dont des personnes très importantes. Et en chef de file, Luc Tangor va bénéficier d'un soutien de choix. Pierre Vidal-Naquet, grand historien de l'époque, est interpellé par son affaire. Il a lu le dossier et il a trouvé que tout n'avait pas été exploré et que donc ça valait la peine de... Il dit, mais il faut sortir Tangor de prison. Cet impressionnant comité de soutien met alors tout en œuvre pour obtenir la libération de Luc Tangor. Des meetings, des distributions de tracts et même des grèves de la faim sont organisées dans toute la France. Pour ses défenseurs, il n'y a pas de doute, Luc Tangor est innocent. Tout le monde était convaincu qu'il s'agissait d'une ressemblance, que Luc était victime d'une ressemblance avec un autre jeune qui avait les mêmes caractéristiques physiques que lui, hein, tout simplement. Après le rejet des demandes de révision de son procès et de son pourvoi en cassation, Luc Tangor n'a plus qu'un seul espoir, la grâce présidentielle. Et pour l'obtenir, durant ses permissions, le jeune homme de 27 ans va une nouvelle fois user de ses charmes. Mais cette fois-ci, auprès des médias. Il a organisé, Tangor, des conférences de presse pour justement activer l'action de son comité de soutien. Il essayait de, on le dit aujourd'hui, de faire le buzz. Et vous pensez que les gens savent qu'il y a une affaire Tangor? Pas suffisamment. Une personne sur 100 peut-être connaît la force Tangor en France, pas plus. C'est dommage. C'est dommage parce que ça concerne tout le monde. Moi, il y a 5 ans, vous demain, votre fils, votre cousin, n'importe qui, tout le monde est concerné. C'est de la folie ce qu'il faisait. Il s'était pris pour une vedette et... Innocent, et que son comité de soutien se fait fort de le démontrer, que M. Mitterrand le gracie, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Le 23 mai 1988, 3 mois après la libération de Luc Tangor, un nouveau drame va avoir lieu. À 23h15, le peloton d'autoroute de la gendarmerie du Grand Galargue, près de Nîmes, reçoit un appel provenant d'une borne de l'A9. Au bout du fil, 2 jeunes femmes, en détresse. Elles sont très paniquées, très apeurées. Et elles parlent par bribes, enfin bon, comme quelqu'un qui est en état de choc, quoi. Et elles leur expliquent, quoi, qu'elles ont été victimes de quelqu'un qui les a violées toutes les deux. Les 2 jeunes femmes
sont conduites à la gendarmerie de Nîmes pour y être auditionnées. Il s'agit de deux Américaines de 20 et 21 ans qui étudient le français à Paris. Elles étaient de passage dans le sud de la France pour profiter de la mer. Ils ont passé un week-end très agréable de Pentecôte, très ensoleillé, et c'est malheureusement au retour que les choses se sont gâtées. Le 23 mai 1988, à Marseille, les deux amis font du stop pour rentrer à Paris. Il est 19h quand un véhicule s'arrête, une 4L verte. À son bord, un jeune homme. Quand elles sont montées dans la voiture, ça se passe très bien. C'est un monsieur qui a l'air très bien, bien habillé, gentil, qui les met à l'aise, qui les met en confiance. Mais arrivé au niveau de Nîmes, le conducteur s'engage dans de petits chemins sous prétexte d'aller cueillir des cerises. Et c'est là que tout bascule. Il va arrêter la voiture, prendre son temps, se retourner vers elles et leur parler, comme je l'ai dit, très très froidement, leur disant « voilà, vous allez faire ce que je vous dis. S'il y en a une qui essaye de s'enfuir, je tuerai l'autre. J'ai déjà tué quelqu'un. » Enfin, il construit tout un discours très, très froidement. Hein. Il leur parle assez un petit peu longtemps avant de les violer pour les mettre en situation de terreur. Dès lors, les deux jeunes femmes subissent tour à tour les assauts de leur agresseur. Une fois son crime commis, leur violeur les laisse repartir, comme si de rien n'était. Elle court dans des champs, elle ne voit rien, il fait nuit, 23h, je crois 23h30. Et elles courent partout, elles sont en pleurs, elles débouchent parce qu'elles entendent le bruit des voitures sur une autoroute. Elles font encore une certaine distance, pas très longue, pour trouver un téléphone, une borne téléphonique. Et elles arrivent à téléphoner à la gendarmerie du coin. À la gendarmerie de Nîmes, les enquêteurs demandent aux deux étudiantes américaines de dresser un portrait robot de leur violeur. Elles vont alors faire preuve d'une mémoire étonnante. Elles l'ont décrit assez précisément, et ce qu'elles ont décrit le plus précisément, c'est son regard. Un regard qui changeait, qui clivait, qu'à partir du moment où il est devenu l'autre, celui qui était le violeur, là, c'était un regard extrêmement pénétrant qui les regardait dans les yeux, qui était un regard terrifiant. L'homme est donc brun, aux yeux marrons. Mais les précisions des deux jeunes femmes vont encore plus loin. Elles disent qu'il est habillé avec un pantalon blanc un peu style jean, plutôt correct, hein, sport mais correct, de bonne allure, et un polo jaune. Et ce n'est pas tout. Un autre élément a attiré leur attention. Elles ont remarqué une pile de livres cachée sous un plaid, à l'arrière de la 4L verte. Elle a vu ces livres. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de livres et on lui demande, les enquêteurs lui demandent de faire un plan, une image, d'essayer de reproduire ce qu'il y avait sur ce livre. Les gendarmes concentrent alors leurs recherches autour de ce livre. Ils ont épluché toutes les librairies, toutes les maisons d'édition de Paris, de Lyon, de Marseille. Ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas trouvé pendant des semaines et des semaines. Jusqu'au jour où ils avaient laissé justement un dessin à un libraire marseillais qui les a appelés. Le libraire en question était pas... Monsieur, je n'ai pas culpabilité, j'ai coupable à tout prix. Et ça correspond couverture blanche, photo, moustache. Il s'agit d'un ouvrage écrit pour démontrer l'innocence de Luc Tangor, à l'époque de ses premiers crimes. Pour les gendarmes, il ne fait plus aucun doute. Ils ont trouvé leur suspect. Alors, Luc Tangor est-il le violeur des deux étudiantes américaines? Les enquêteurs réussiront-ils à établir sa culpabilité? Et quelle sera la réaction de tous ceux qui le croyaient innocent? À la gendarmerie de Nîmes, à l'été 1988,
les enquêteurs mettent en place une surveillance discrète aux abords du bureau de tabac du jeune gracier. Et ils découvrent que Luc Tongor roule en 4L verte. C'était incroyable, quoi. Ils avaient l'impression d'avoir tiré le fil d'Ariane et puis que tous les chevaux venaient, quoi. La couleur de la voiture était la même, les détails donnés par sur la voiture étaient les mêmes. Enfin, c'était incroyable, quoi. Tout correspondait. Les gendarmes, accompagnés du juge d'instruction, présentent alors une photo de Luc Tongor, mais aussi de la 4L et du livre aux deux étudiantes américaines. Elles sont catégoriques. Elles se souviennent de tout. Donc les gendarmes et le juge ont un dossier très bien ficelé, très bien ficelé. Le 24 octobre 1988, les enquêteurs sont prêts. Il est temps d'aller interpeller Luc Tongor. Ils viennent donc le cueillir à l'ouverture de son bureau de tabac. L'homme de 29 ans tombe des nues. Et d'emblée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous venez? Qu'est-ce qui se passe? Je suis innocent, mais c'est pas moi. Et ça a recommencé. Dans la foulée, une perquisition est effectuée sur son lieu de travail et à son domicile. Les preuves s'accumulent. Il y a le polo jaune, il y a le pantalon blanc, je pense qu'il y a même les baskets, il y a les livres, il y a tout. Luc Tongor est placé en garde à vue. Mais comme à son habitude, il nie catégoriquement les faits. Le jeune homme explique que le jour du viol, il se trouvait à Marseille en famille pour le baptême de sa nièce. Il présente même aux enquêteurs un agenda sur lequel il note tout son emploi du temps pour le prouver. À la date du 23 mai, il avait marqué, il avait parlé du baptême et soirée passée chez mes parents à Marseille. Mais les gendarmes doutent de l'authenticité de cette dernière mention. Le juge d'instruction demande donc une expertise graphologique. Les conclusions de la graphologue, c'était que l'écriture était incertaine, avait sûrement été faite a posteriori, et le rapport de la graphologue finissait en point d'interrogation. Est-ce que la soirée chez papa-maman a vraiment existé? Pourtant, Joseph Tongor, le père de Luc, confirme son alibi. Et pour le prouver, il donne même aux enquêteurs des photos du baptême. Mais sans le savoir, il va mener son fils à sa perte, car sur ces photos, on peut voir clairement les vêtements de Luc le jour des faits. On voit qu'il est avec un t-shirt jaune, pantalon blanc, basket grise à bande noire. On le reconnaît, c'est lui. C'est l'habit décrit par les victimes. Dans le véhicule du suspect, les gendarmes retrouvent également des cheveux et les font analyser. Plusieurs d'entre eux correspondent à plus de 80% à ceux de l'une des deux étudiantes. Comment ces cheveux auraient pu être présents dans cette voiture si les faits ne s'étaient pas déroulés, puisqu'il disait qu'elle n'était jamais montée dans sa voiture. Les éléments à charge contre Luc Tongor n'en finissent pas de s'accumuler. Et alors que les gendarmes bouclent l'enquête, une dernière donnée va l'accabler davantage. On a découvert que Luc Tongor avait habité à côté des lieux où ça s'est passé, du petit terrain vague Verger, là où ça s'était passé, dans sa jeunesse, qu'il connaissait très bien ces lieux, les chemins, et que c'était un endroit où il jouait avec tous les amis de la cité des Jonquilles, qu'il habitait avec sa famille à l'époque. Luc Tongor est alors mis en examen pour viol et incarcéré dans l'attente de son procès. Le comité de soutien est sous le choc. En premier lieu, son chef de file, Pierre Vidal-Naquet. Lui, il a été mortifié parce qu'il avait la claire conscience que tant de gens qui s'étaient investis dans cette affaire-là ne l'avaient fait que sur la foi de sa parole. Alors, les soutiens de Luc Tongor ont-ils eu tort de croire en son innocence? Les victimes parviendront-elles à le confondre lors du procès à venir?
Et le jeune gracier sera-t-il condamné pour la deuxième fois? Le 3 février 1992, 9 ans après sa première condamnation pour viol, Luc Tangor se retrouve à nouveau devant une cour d'assises, celle de Nîmes. L'écho médiatique est retentissant et l'atmosphère est électrique. L'ambiance au second procès était très tendue. Parce que ce qui se jouait, c'était plus le sort de Luc Tangor seul, c'était le sort des deux affaires réunies. Dans le box des accusés, Luc Tangor se présente avec son dossier sous le bras. Devant lui, ses 5 avocats font bloc. Ils arrivaient en position de force. Ils étaient en train de livrer une guerre et ils allaient la gagner. Face à eux, les victimes, qui elles aussi se sont préparées à l'affrontement. Lorsqu'elles se présentent à la barre, les 2 étudiantes américaines sont sûres d'elles. C'est lui qui m'a fait du mal, c'est lui qui m'a violée. C'est lui que j'ai regardé pendant 1 heure en souffrant et en me disant qu'il me marquerait toute ma vie. L'audition de ces 2 jeunes filles, ça a été un drame, mais pour tout le monde. C'était très dur à vivre, je vous assure. Moi, j'en ai pleuré à l'époque. Ouais. Face à la force du témoignage des 2 jeunes femmes, les avocats de Luc Tangor réagissent immédiatement. Ils l'ont prié de changer de système en disant « Écoutez, monsieur Tangor, vous allez à l'échec, vous allez à la condamnation assurée. Donc, ou vous changez maintenant, ou bien on ne peut plus vous défendre correctement. » Ils l'ont mis devant le fait accompli presque. Hein. Tangor a dit « Mais c'est pas moi, je suis innocent. » La Cour s'interroge alors sur le profil psychologique de Luc Tangor. À la barre, les experts rendent leurs conclusions. C'est un homme qui est profondément altéré dans sa tête par une double personnalité, une personnalité bipolaire, connue des psychiatres qui travaillent sur les délinquants sexuels. C'est ça, Mr. Hyde, Dr. Jekyll. Parce qu'il a vécu avec des femmes qui ne se sont jamais plaintes de lui. C'est un homme qui peut être très attentif, très doux, et qui peut se muer soudain en bête féroce. Après 6 jours de procès, le verdict tombe. Luc Tangor est déclaré coupable et condamné à une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Pour les étudiantes américaines, c'est une délivrance. Et c'est très important cette reconnaissance pour les victimes, hein, parce que ça veut dire qu'on les croit, ça veut dire qu'elles disent la vérité, ça veut dire que le coupable, c'est pas elles, alors que elles, mes clientes, elles ont dû batailler, elles ont dû livrer bataille pendant 4 ans, hein, de 20 à 24 ans, c'est pas rien, ça vous marque à vie. En revanche, Luc Tangor réagit très mal à l'énoncé du verdict. Dans son box, l'homme de 33 ans change de visage. Il est devenu enragé à ce moment-là. Il est devenu le vrai Tangor, vous voyez. Il a fallu 2 ou 3 gendarmes pour le maintenir dans le box, je me souviens très bien. À la sortie de l'audience, les parents du condamné ont eux aussi du mal à contenir leur colère. Ils ont voulu huis clos, justement, pour ne pas faire écouter au public. Vous avez entendu nos avocats, ils ont été formidables. Ils ont démontré la preuve que Luc était vraiment innocent. Tout le monde est témoin, les journalistes sont témoins. Ce président, c'est un assassin. Alors, en 2014 cette fois, au Gros du Roi, Luc Tangor a-t-il agressé sexuellement la petite Alice? 22 ans après sa dernière condamnation, le récidiviste aurait-il de nouveau sévi? Retour au 1er février 2000. Ce jour-là, après 12 ans de détention, Luc Tangor est libéré et ne fait plus parler de lui. C'est quelqu'un qui a une vie assez normale, une vie de famille, qui travaille. Et en fait, c'est quelqu'un qui aspire à une vie lambda, à être considéré comme monsieur tout le monde.
Pourtant, sur la plage du Grau du Roi, à l'été 2014, Luc Tangor va de nouveau être interpellé et accusé d'avoir commis des attouchements. Cette fois-ci, sur la petite Alice, alors âgée de 12 ans. Le 12 août, à l'issue de sa garde à vue, l'homme qui a 55 ans est donc mis en examen pour agression sexuelle. Au vu des faits, il est laissé libre, mais il est tout de même placé sous contrôle judiciaire. Une décision qui choque la jeune victime. Ça m'énerve un peu, on va dire, parce que je suis coupable d'un truc qui m'a traumatisée et puis il est en liberté. Il peut très bien faire pareil à d'autres filles. Le 30 septembre 2015, le juge d'instruction convoque Luc Tangor au tribunal de Nîmes pour une confrontation avec Alice. Dans le bureau du magistrat, l'échange est pour le moins houleux. Il était vraiment agressif en fait, il disait que j'étais une menteuse, qu'il ne me connaissait pas, que c'était pas possible, qu'il m'avait rien fait, que je savais que j'avais raison. Donc je l'ai pris très très mal. Et ce n'est pas tout. Après la révélation dans la presse de cette nouvelle affaire Tangor, 2 autres jeunes filles, âgées de 10 et 14 ans, se sont manifestées. Elles l'accusent d'attouchement qui aurait été perpétré au Grau du Roi, toujours durant l'été 2014. Pour ces 2 affaires, l'instruction est également en cours. De son côté, Luc Tangor continue de nier catégoriquement les faits. Pour son avocat, malgré ses précédentes condamnations, il ne faut pas présager trop vite de sa culpabilité. On a tous un passé. Pourquoi lui devrait être considéré de manière différente? Je crois que comme tout citoyen, il a droit à la présomption d'innocence. Depuis 35 ans, Luc Tangor a souvent occupé la rubrique des faits divers. Le violeur des quartiers sud demeure à ce jour le seul Français à avoir récidivé après avoir obtenu une grâce présidentielle. Il restera dans l'histoire comme la démonstration de ce que la presse peut faire, de ce qu'un comité de soutien peut faire, obtenir la libération d'un coupable et humilier les victimes. Dans le sud de la France, à 14 ans, Alice, elle, tente de reprendre tant bien que mal le cours de sa vie. Je dois avoir une psychologue, souvent. Et je pense toujours à ça, en fait. Pendant mes heures de cours, etc., j'ai toujours ça dans la tête. Crime spécial, ils ont fait appel au président de la République, vous raconte maintenant l'histoire du plus célèbre jardinier de France, Omar Haddad. Une affaire digne d'un roman noir, qui aujourd'hui encore n'a pas livré tous ses secrets. Voici cette affaire hors du commun pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'un des faits divers les plus marquants de ces 30 dernières années. L'histoire du jardinier Omar Haddad, accusé d'avoir tué sa patronne, Guylaine Marchal. Un scénario incroyable dans lequel le président de la République en personne va jouer un rôle déterminant. Une affaire qui n'a pas fini de fasciner, où la victime désigne son meurtrier en lettres de sang. Un coupable qui clame toujours son innocence. Et surtout, de nouveaux rebondissements qui relancent l'affaire en 2016. Le nom de l'assassin en lettres de sang et en plus une faute d'orthographe. Vous voyez, on est dans quelque chose effectivement qui tout de suite donne à penser, donne à fantasmer. Au milieu de ces villas fastueuses du mas Saint-Barthélemy, impossible de manquer la chamade et sa propriétaire, Guylaine Marchal, une riche veuve de 65 ans.
La Chamade, c'est une jolie maison. Il y a une piscine qui domine toute la baie. C'est très, très agréable. C'est un véritable refuge. C'est pour moi une sorte d'ermitage. C'est entouré d'allées feuillues. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de buissons. Les gens qui ont les moyens aiment bien être chez eux et être chez eux tranquilles. Le dimanche 23 juin 1991, Guylaine Marchal a rendez-vous à 13h chez ses voisins suisses, Colette et Marius, pour fêter l'anniversaire de ce dernier. Mais l'heure tourne et Guylaine n'est toujours pas arrivée. Ce n'est pas dans ses habitudes et cela surprend Colette. Elle téléphone une première fois, pas de réponse. Une deuxième et je crois une troisième fois, toujours pas de réponse. Là, elle ne comprend pas très bien ce qui se passe. Le premier réflexe, elle se dit elle a oublié. Elle a oublié qu'elle a été invitée ce jour-là et elle est partie ailleurs puisque ça ne répond pas au téléphone. À 18h, toujours sans nouvelles de son amie, Colette, inquiète, décide de se rendre à la Chamade. Elle sonne. Pas de réponse non plus. Elle regarde comme elle peut à travers la grille et tout. Elle voit rien. La nuit tombe sur Mougins. Colette rentre alors se coucher en espérant avoir des nouvelles de sa voisine dès le lendemain. Mais le matin du lundi 24 juin 1991, toujours aucun signe de la veuve. Alors, habitée d'un mauvais pressentiment, Colette décide de prévenir immédiatement Christian, le fils de Guylaine Marchal. Le fils de Madame Marchal, qui habite Paris, appelle la gendarmerie locale. C'est un fils qui appelle régulièrement sa mère. Il dit depuis 24 heures ou 48 heures, je cherche à la joindre, je n'arrive pas à la joindre. Très inquiet, Christian prend le premier avion pour se rendre sur place. Alors, qu'est-il arrivé à sa mère? Où peut bien se trouver Guylaine Marchal? S'est-elle juste absentée? Ou la réalité est-elle beaucoup plus sordide? À Mougins, deux gendarmes, alertés par le fils de Guylaine Marchal, arrivent à la Chamade, aux alentours de 19h30. On entre un peu partout pour voir si elle est là. On constate que la chambre est vide, mais le lit n'a pas été refait. En revanche, sur le lit, il y a le sac à main, ouvert. Sac à main de Madame Marchal. On regarde un peu partout. Mais les gendarmes ne notent aucune trace d'effraction. Ils font alors le tour de la villa. Et c'est là qu'un détail attire particulièrement l'attention de Martial Liedtke, l'un des deux gendarmes dépêchés sur place, qui témoigne plus de 25 ans après les faits, pour la première fois, pour crime. Je remarque un escalier qui descend d'une manière abrupte à l'entrée gauche de la villa, où il y a une porte en fer. J'emprunte cet escalier et je m'aperçois que cette porte en fer est verrouillée à clé. Les gendarmes cherchent cette clé, la trouvent, enfoncent la clé dans la serrure et découvrent à cet instant que la porte est en plus bloquée de l'intérieur. Que quelqu'un s'est donc manifestement barricadé. La tension monte soudainement d'un cran. Les deux gendarmes donnent alors de très forts coups d'épaule pour tenter d'ouvrir la porte. Je ne vous cache pas qu'on a pu penser éventuellement aussi à une personne derrière cette porte, donc puisque c'est l'obscurité totale, c'est assez angoissant de savoir ce qu'on va trouver derrière cette porte. Au bout de 20 longues minutes, ils arrivent enfin à entrouvrir la porte. Ce qui m'a permis de pouvoir passer ma jambe droite à l'intérieur et pour pouvoir dégager à coups de pied ce qui pouvait gêner. La cave est alors plongée dans le noir. Et quand le gendarme trouve enfin l'interrupteur pour l'éclairer, le spectacle qui s'offre à lui est terrifiant. J'ai d'abord été marqué par ces traces de sang sur le mur qui se trouvaient sous l'interrupteur, comme des marques glissées d'une personne qui a longé le mur pour se guider et qui a voulu rejoindre le sol. Et là, j'ai pu découvrir en fait le corps allongé d'une personne
qu'on identifie comme celui de Madame Marchal. Guylaine Marchal est vêtue d'un simple peignoir de bain, allongé sur le ventre, les mains relevées devant sa tête. Son majeur gauche est sectionné. La scène de crime est immédiatement figée et les experts sont appelés sur place pour les premières constatations. Le médecin qui vient, qui est le légiste habituel, constate que Madame Marchal a reçu plusieurs coups, notamment au niveau de la tête. Il y a une plaie à la tête, il y a une plaie à la gorge, il y a plusieurs plaies au niveau du ventre. Autrement dit, la malheureuse a été très gravement atteinte de plusieurs coups. Il semble que ce soit une arme blanche. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le quartier. La riche veuve a été sauvagement assassinée. Alors, pourquoi Guylaine Marchal a-t-elle été tuée? Cachait-elle un terrible secret? A-t-elle été victime d'un cambrioleur de passage? Ou connaissait-elle son meurtrier? Que copain. Alors, la riche veuve aurait-elle été victime d'un cambriolage qui a mal tourné? En parallèle, le gendarme Liedtke continue ses investigations dans la pénombre de la cave. C'est donc à l'aide d'une lampe qu'il va faire une découverte qui va à jamais marquer son esprit et faire basculer cette histoire dans une autre dimension. Cette lampe m'a permis de découvrir en fait les inscriptions Omar m'a tué ER sur une porte qu'on identifie comme la porte de la cave à vin et Omar m'a T sur la porte que j'étais en train d'ouvrir. Le nom de l'assassin en lettres de sang et en plus une faute d'orthographe. Vous voyez, on est dans quelque chose effectivement qui tout de suite donne à penser, donne à fantasmer. Avant de succomber, Guylaine Marchal aurait donc désigné son meurtrier. Les gendarmes s'interrogent immédiatement sur l'identité de ce mystérieux Omar. Ils vont demander aux voisins connaissez-vous un certain Omar? Et évidemment, tout le monde va dire « Ah oui, Omar, c'est Omar Haddad, le jardinier de Ghislaine Marchal, qui est par ailleurs le jardinier de plusieurs personnes dans le quartier. » Omar Haddad a 29 ans. Il est originaire du Maroc, deuxième d'une fratrie de 6 enfants. Il arrive en France en 1985 pour rejoindre son père, jardinier, sur la Côte d'Azur. Tout le monde aime Omar Haddad dans le quartier. C'est, j'allais dire, le serviteur idéal, poli, distingué, propre sur lui, présentant bien, aimable, serviable. Omar mène une vie de famille classique. Marié, il est père de 2 enfants. La famille habite au Canet, à une dizaine de minutes de chez Madame Marchal, dont le jeune Marocain semble très proche. Les relations étaient excellentes, parce que le père d'Omar avait également été au service de Madame Marchal, des voisins, enfin, tout ça, c'était une très bonne entente. Donc, elle avait de l'affection pour lui, et lui avait de l'affection pour elle. Elle lui sert de seconde mère, donc on ne voit pas très bien comment tout ça pourrait déboucher sur un meurtre. Le lendemain, les gendarmes décident donc d'entendre le jardinier. Ils se rendent pour cela à Toulon, où Omar est en train de fêter la fin du Ramadan chez sa belle famille. Il est à la fenêtre ou au balcon, il entend des sirènes de voitures de gendarmerie, il se regarde. Il a la surprise de voir que les gendarmes entrent dans l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement dans lequel lui-même est. Et il a la surprise d'entendre toquer à la porte et d'être embarqué. Omar est alors transféré à la gendarmerie de Mougins pour y être entendu. L'interrogatoire se déroule dans des conditions compliquées. Il n'a pas accès, bien évidemment, à un avocat, il n'a pas accès à un interprète, et il nous dit ne pas comprendre.
la plupart des questions qui lui ont été posées. Les enquêteurs veulent savoir ce que faisait Omar le jour du meurtre de Madame Marshall. Et notamment s'il s'est rendu dans la cave. On lui pose la question, Omar Haddad, êtes-vous descendu dans la cave récemment? Il dit, ah non, 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 ça fait, je crois, au moins 6 semaines que je ne suis pas descendu. Le jardinier nie toute implication dans le meurtre de sa patronne. Le 27 juin 1991, il est malgré tout mis en examen pour homicide volontaire et transféré à la prison de Grasse. Alors, Omar Haddad est-il vraiment le meurtrier de Ghislaine Marshall? La riche veuve a-t-elle vraiment désigné son meurtrier? Ou s'agit-il d'une mise en scène? À la brigade de recherche de la gendarmerie de Cannes, désormais en charge de l'affaire, les enquêteurs tentent de rassembler des preuves pour confronter Omar. Une nouvelle perquisition a donc lieu chez Ghislaine Marshall et un élément va particulièrement attirer leur attention. Dans le sac à main de Madame Marshall, qui était resté ouvert sur son lit, il y a une petite liasse de billets qu'elle avait été chercher, comme tous les samedis, à sa banque. Bon, et cette petite liasse de billets a disparu. Or, les enquêteurs, en s'intéressant au profil d'Omar, découvrent son talon d'Achille. L'homme est accro aux machines à sous. Et il joue, et il joue, et il joue son salaire, et il demande des avances à Ghislaine Marshall, et il demande des avances aux voisins de Ghislaine Marshall. Il est donc aux abois, comme on dit, financièrement. Dans les jours qui ont précédé le meurtre, les relations entre Ghislaine Marshall et Omar Haddad se tendent autour de cette question de l'argent. Elle lui dit très clairement « tu n'auras plus d'argent, tu n'auras plus d'avance ». Les enquêteurs pensent alors tenir un mobile solide qui aurait conduit au scénario dramatique qui s'est déroulé dans la cave de la Chamade. Il avait probablement une dette de jeu. Toujours est-il qu'il est venu ce matin-là redemander à nouveau de l'argent à Madame Marshall et qu'elle a refusé. Surtout surprise, alors qu'elle s'y attendait pas, en peignoir de bain dans son sous-sol, elle a dû le repousser avec une certaine violence. Et là, il frappe d'abord Madame Marshall avec le chevron de bois qu'on a retrouvé. Et puis il est revenu chez les voisins. Terrorisée à l'idée que son agresseur revienne, elle imagine de faire un petit barrage de la porte. Elle ramasse l'une des pièces qui a servi à la frapper et une petite pièce de fer, de ferraille qui traînait par terre. Elle réussit à mettre la barre de fer dans la rainure de ciment qui est en bas de la porte. Et en appui, comme ça, il y a la barre de fer, et en appui, le petit levier en bois. Ghislaine Marshall finit de se barricader en poussant un lit contre la porte. Agonisante, elle aurait ensuite trouvé le courage de dénoncer son meurtrier. Elle a écrit ça avec son sang, et c'est ça qui est quand même extraordinaire dans cette affaire, dans ce drame. C'est la volonté et le courage de cette femme. Et les analyses sur les inscriptions confirment cette thèse, puisqu'il s'agit bien du sang de Ghislaine Marshall. Mais pour la défense d'Omar Haddad, tout ceci ne serait qu'une mise en scène orchestrée par le véritable meurtrier pour accuser son client. Nous avons fait la démonstration, Georges Girard et moi, qu'il était parfaitement possible, en sortant de la cave, de positionner le lit pliant qui a été trouvé derrière la porte. Donc c'était évident que lorsque l'assassin a quitté la cave, Madame Marshall était morte. Alors, Omar Haddad est-il le meurtrier de Ghislaine Marshall? Ou bien s'agit-il d'une machination dont le jardinier est la victime? Les enquêteurs réussiront-ils à éclaircir toutes les zones d'ombre de cette affaire?
À la brigade de recherche, 4 jours après la découverte du corps de Ghislaine Marchal, les enquêteurs prennent connaissance des résultats de l'autopsie. La femme de 65 ans a reçu 4 coups de chevron de bois à la tête et 15 coups d'une lame effilée, probablement un couteau, à la gorge et dans le ventre. Elle a été agressée, atteinte de blessures qui vont s'avérer mortelles, mais elle va mettre du temps à mourir. C'est une information capitale pour les enquêteurs. La riche veuve n'est pas morte sur le coup. Elle aurait donc eu le temps de se barricader et d'écrire le fameux « Omar m'a tué ». Elle a senti la mort arriver. Elle a senti qu'elle perdait du sang. Elle s'est mise à frissonner et à perdre des forces. Et c'est probablement à ce moment-là qu'elle écrit « Omar m'a tué ». Puis après, d'après les experts, ses jambes l'ont abandonnée. Elle est tombée sur le sol, elle a pu encore ramper un peu. Et c'est à ce moment-là qu'elle écrit la deuxième inscription, plus sibylline, « Omar m'a tué » dans ses derniers instants, alors qu'elle n'a plus que quelques forces. L'étau se resserre donc sur Omar. Les enquêteurs décident alors de se pencher sur son emploi du temps le jour du crime. Aux alentours de 12 heures, il est chez Madame Pascal, une voisine de Madame Marchal, chez qui il travaille. Il en part. Il s'arrête dans une boulangerie où il achète du pain pour son repas de midi. Il indique qu'il arrive aux alentours de 12h20 à son domicile. Il croise un voisin et déjeune chez lui, seul. Puis il repart, s'arrête dans une cabine téléphonique du Canet pour prendre des nouvelles de sa femme, qui est à Toulon. Et il est arrivé de retour à la propriété Pascal à 13h05. Ça laisse quand même peu de temps pour aller sonner la chamade où il n'a rien à faire ce jour-là, ou alors, en tous les cas, aller à la chamade, courser Madame Marchal dans la cave, la tuer, repartir. Les enquêteurs décident donc d'entendre ces différents témoins pour confirmer la version d'Omar. Alors d'abord, les voisins chez lesquels il travaillait disent « Bon, c'est peu de choses, mais ça peut être important. » Omar nous a semblé, en revenant reprendre son travail, très, très bizarre. Il avait l'air fatigué. Nous lui avons même demandé « Mais Omar, il y a quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas ?» Quant à la boulangère et le voisin, croisés en chemin, ils n'ont pas le souvenir d'avoir vu Omar ce jour-là. L'alibi du jardinier vole alors en éclats. Et une semaine après les faits, les résultats des analyses graphologiques des inscriptions étayent encore un peu plus la thèse du jardinier meurtrier. Les experts graphologues ont estimé que c'était une évidence que c'était l'écriture de Madame Marchal. Même la fameuse faute d'orthographe semble bien de Madame Marchal. On s'est aperçu que Madame Marchal, que Ghislaine Marchal, même s'il était de bonne extraction et qu'elle avait une bonne éducation, commettait régulièrement cette faute d'orthographe, la confusion de l'infinitif et du participe passé. Ça a été vérifié, notamment, je crois, sur les factures qu'elle honorait. Elle mettait, au lieu de mettre payé et, elle mettait payé ER. Et l'épreuve accablante continue de tomber contre Omar, seul et unique suspect dans cette affaire. Alors qu'il affirmait ne pas être descendu à la cave depuis longtemps, on a retrouvé des particules d'éléments qui étaient sur le sol de ce sous-sol, sur ses chaussures. Donc il est bien descendu à la cave, contrairement à ce qu'il dit. Alors, pourquoi Omar Haddad a-t-il menti aux enquêteurs? Aurait-il quelque chose à cacher? Quel nouveau rebondissement réserve cette affaire hors du commun? Omar m'a tué. Plusieurs éléments de l'enquête troublent Maître Baudou, qui défendait alors le prisonnier le plus célèbre de France. On
on a autorisé rapidement l'incinération du corps de Madame Marchal, privant la défense, mais aussi l'instruction, de la possibilité d'effectuer un certain nombre d'investigations. Pour les avocats d'Omar Haddad, la scène de crime est bien trop parfaite. Ils sont convaincus qu'il s'agit d'une mise en scène. Il faut imaginer Madame Marchal, donc, dans la cave, qui est dans l'obscurité et qui va, à 2 endroits, à 6 mètres de distance, écrire une dénonciation, donc Omar m'a tué et Omar mate. Eh bien, c'est impossible à faire dans l'obscurité. On ne m'empêchera pas de penser que soit on a guidé le doigt de Madame Marchal, soit elle était sous la contrainte pour écrire cela. D'ailleurs, quel intérêt aurait eu le jardinier à tuer sa patronne? Il aurait tué quelqu'un qui lui donnait de l'argent tous les mois, grâce à qui il pouvait vivre, parce que c'était grâce à elle qu'il pouvait vivre. Et moi je crois que, même s'il avait pris de l'argent, pourquoi la torturer? C'est alors qu'un détail révélé dans le rapport des médecins légistes va donner une nouvelle tournure à l'affaire. Les experts datent la mort de Guylaine Marchal, non plus au dimanche 23 juin 1991, mais au lundi 24, une aubaine pour la défense. On informe aussitôt le juge d'instruction à qui nous indiquons que nous déposons une demande de mise en liberté, puisque on a co-signé par 3 experts une date qui est le 24 juin 1991. Omar Haddad n'a plus besoin d'alibi. Il est à Toulon, c'est avéré. Mais les jours qui suivent, les experts renvoient une lettre au juge d'instruction pour lui signifier qu'il s'agit simplement d'une erreur d'inattention. La déception est grande pour Omar et ses avocats. Le 20 novembre 1991, désespéré, le jardinier entame une grève de la faim de 45 jours pour crier son innocence. Aucun mobile, sinon des mobiles complètement inventés, et il n'y a pas d'arme du crime. Voilà. Donc, et il n'y a pas d'antécédent judiciaire d'Omar Haddad. Donc c'est un homme qui n'a jamais commis de crime, même pas de délit, qui ne s'est jamais bagarré, qu'on charge de ce crime épouvantable. Alors, l'enquête a-t-elle vraiment été orientée et bâclée, comme la scène, la défense du jardinier? Le procès à venir va-t-il permettre de connaître, enfin, la vérité sur ce terrible meurtre? Le 24 janvier 1994, 2 ans et demi après les faits, le procès d'Omar Haddad s'ouvre devant la cour d'assises de Nice. Les journalistes se bousculent pour assister au procès le plus attendu de France. On arrive tous au procès, pas convaincus, mais il faut le dire les choses clairement, espérant que son innocence soit reconnue. Parce que l'histoire, si je puis me permettre, était beaucoup plus belle si Omar était innocent. Et si toutes les caméras de France sont braquées sur la Riviera, c'est aussi parce qu'Omar Haddad a un nouvel avocat, réputé pour défendre les indéfendables, le sulfureux Jacques Vergès. Maître Vergès venait d'être l'avocat de Klaus Barbie. Et il était, il faut bien le reconnaître, pas considéré par la pensée unique comme un homme convenable. Il est considéré un peu comme le diable. Du côté de la famille de Madame Marchal, la douleur est encore vive. Christian, son fils, ne peut retenir ses larmes. Je pense que n'importe qui perdant une mère, c'est déjà affreux. Mais dans ces conditions-là, je crois que c'est effroyable. Omar Haddad, quant à lui, arrive le pas assuré, en costume, clamant haut et fort son innocence. Omar, comment ça va? Comment ça va, Omar? Comment est-ce que ça va? Et quand l'accusé pénètre dans le box, l'ambiance dans la salle est électrique. Omar Haddad refuse de s'exprimer en français et exige un interprète.
Le procureur, lui, est particulièrement familier avec le jardinier, ce qui crée un malaise supplémentaire. Les journées défilent dans une atmosphère pour le moins tendue. Au 7e jour du procès, la tension monte encore d'un cran. Il est 14 h, l'audience reprend à peine quand le président demande à ce que les 2 portes ensanglantées soient apportées dans la salle. On a enlevé le papier et on a vu apparaître les fameuses portes avec l'inscription « Omar m'a tué » et puis plus bas « Omar m'a tué ». Bon, et tout le monde est resté saisi. Si, il y a eu dans la salle, je me souviens, un espèce de « Oh !» Tout le monde voit Omar m'a tué, et à ce moment-là, il y a un effet qui est créé, probablement voulu par le président, et à ce moment-là, il se tourne vers Omar, et il lui dit « Omar, avez-vous quelque chose à nous dire ?» Et à ce moment-là, Omar répond, via son interprète, il répond en arabe, « Je ne vois pas en quoi ça me concerne. » Et je crois qu'à ce moment-là, Omar Haddad a... Maghrébin. Les jours qui suivent, l'appel n'existant pas à l'époque, l'avocat décide de se pourvoir en cassation. L'affaire Omar Haddad est donc loin d'être terminée. Alors, quelle nouvelle surprise réserve ce fait divers qui passionne la France entière? L'emballement médiatique va-t-il permettre de faire avancer les choses? Omar Haddad aurait-il été victime d'une erreur judiciaire? Dans toute la France, l'affaire Omar Haddad déchaîne les foules. Dès le lendemain du procès, la condamnation du jardinier suscite des vagues de protestations. C'est le début d'une longue bataille médiatique, notamment menée par Jean-Marie Rouard. Moi, mon rôle, ça a été de populariser cette affaire pour que l'opinion réagisse. Et d'ailleurs, l'opinion a très vite réagi. Vous savez qu'il y a eu des sondages où 70% des Français considéraient qu'Omar était innocent. Pendant plus d'1 an, célébrités anonymes restent mobilisées. Mais le 9 mars 1995, le pourvoi en cassation de l'affaire est malgré tout rejeté. Déception non seulement pour Omar Haddad, qui est innocent des crimes pour lesquels il a été condamné, mais déception pour la justice aussi. Une déception immense qui trouve un écho jusque dans le pays d'origine du jardinier, le Maroc. À ce moment-là, un des membres de la famille royale, le prince Moulay Hicham, me demande ce qu'il peut faire pour venir en aide à Omar Haddad, qui est un de ses compatriotes. Il n'y a pas de possibilité d'appel à l'époque et j'indique que la seule possibilité, c'est éventuellement un recours en révision. Et pour permettre l'annulation du jugement, il faut de nouvelles preuves. L'avocat d'Omar Haddad engage donc un détective privé, Roger Marc Moreau. Ce dernier se rend rapidement compte que l'enquête a négligé une piste, celle de la femme de ménage de Guylaine Marchal, qui était exceptionnellement en congé le week-end du meurtre. Il n'y a qu'elle qui nous dise que Mme Marchal lui a donné un congé exceptionnel le dimanche et le lundi. Moi, je remarque qu'on ne découvrira le corps de Mme Marchal que le lundi soir. Donc ce congé exceptionnel bienvenu pour la femme de ménage tombe bien, puisque ça couvre précisément le temps que le crime soit commis et le temps qu'on découvre le cadavre. Cette piste éveille les soupçons du détective privé, car la femme de ménage fréquentait à l'époque un homme au lourd casier judiciaire. Un certain Pierrot. Pierrot avait été condamné pour meurtre. Il s'en vantait quand il avait bu. Et quant à elle, elle était fière du passé de son amant. Et elle disait parfois, mon Pierrot peut tuer n'importe qui pour 3 ou 4 sous. Mais aucune preuve concrète ne permet d'étayer les soupçons de l'enquêteur. Pourtant, Jacques Vergès persiste et signe. Il est persuadé de l'innocence de son client.
Il fait alors réaliser une nouvelle expertise graphologique des fameuses inscriptions. C'est Laurence Rateau qui s'en charge. À la fin de mon expertise, je procède à un tableau récapitulatif de statistiques et je constate qu'il y a 96,8% de discordance entre les écrits. Ce qui veut dire que ce n'est pas Madame Marchal qui a écrit. Pour Jacques Vergès, ces conclusions sont du pain béni. L'avocat accumule patiemment les preuves dans l'espoir d'une révision du procès. C'est alors qu'un événement inattendu survient. Le 10 mai 1996, le roi Hassan II du Maroc, en visite officielle en France, demande à Jacques Chirac, alors président de la République, la grâce du jardinier le plus célèbre de France. Et contre toute attente, la demande aboutit. Lors de sa visite, Hassan II obtient de Jacques Chirac un geste de clémence, avec en échange au Maroc la grâce d'un binational. Omar Haddad, lui, devra sortir dans 2 ans et pourra alors se battre pour son innocence, mais cette fois libre. La grâce présidentielle n'est donc que partielle. Grâce partielle, c'est ambigu, puisqu'elle est partielle. Quand il y a un réel doute sur la culpabilité de quelqu'un qui se trouve en prison et qu'on ne peut pas le rejuger parce que la justice fonctionne comme ça, on le gracie, mais totalement. C'est ce qui est arrivé à Dreyfus, c'est ce qui est arrivé à d'autres. Bon, écoutez, on ne peut pas vous rejuger, mais en tout état de cause, on vous gracie. Là, ça a été une grâce partielle, et puis, pardonnez-moi l'expression, ça a été une ristourne. Le 4 septembre 1998, Omar Haddad est donc libéré, après 7 ans, 2 mois et 8 jours d'incarcération. Devant la prison de Muret, c'est la cohue. Les journalistes se bousculent pour obtenir une interview de l'ex-prisonnier. Très content, je suis libre aujourd'hui, mais je ne suis pas très content avec des résultats de prison pour rien, et qui me l'a dit déjà mon avocat. Je suis libre, mais le combat continue jusqu'au bout. Ça fait dire juste la vérité. Alors, Jacques Vergès va-t-il réussir à faire ouvrir ce procès en révision? Les preuves qu'il a accumulées sont-elles suffisantes? Et Omar Haddad va-t-il être innocenté du meurtre de Ghislaine Marchal? « 20 ans après la mort de Ghislaine Marchal, en janvier 2001, la justice ordonne de nouvelles expertises des fameuses inscriptions dans l'éventualité d'un procès en révision. Et le résultat offre une surprise de taille. On y trouve 2 ADN masculins, mais pas celui d'Omar Haddad. C'est un véritable coup de tonnerre. L'ensemble de la presse et des observateurs en France et à l'étranger pensent que l'affaire est pliée, qu'on a gagné, qu'on va avoir la révision. Personne ne peut imaginer un seul instant que l'administration fera mine de se désintéresser de ces traces ADN qui sont pourtant essentielles à la manifestation de la... Et 2 autres qui sont partielles. 4 ADN qui vont être comparés dans le fichier national des empreintes génétiques. Et en octobre 2016, surprise, un des 4 ADN match. Il y a bien l'un des ADN qui se trouve être celui d'un homme qui a été condamné. A priori, c'est à confirmer, ce serait l'ADN d'un homme qui avait déjà été condamné pour violence. C'est quand même quelque chose de lourd. Donc c'est quelqu'un qui est très violent. Donc on n'est pas sur un petit délinquant. Alors, cet homme serait-il le meurtrier de Ghislaine Marchal? La justice ne l'a pas encore entendu et n'a pas révélé son identité. Pour Omar Haddad, c'est un nouvel espoir, après des années de combats qui l'ont épuisé. Ce stress qu'il subit depuis tant d'années, ces espoirs déçus, ont fait qu'il est tombé gravement malade, il est tombé en dépression et maintenant il est handicapé. Il ne peut plus travailler, il ne peut... Voilà, on a donc un homme réellement détruit.
Aujourd'hui encore, pour une partie de l'opinion publique, la grâce présidentielle laisse planer le doute sur la culpabilité du jardinier. Sur la Riviera, 25 ans après les faits, on tente d'oublier cette terrible journée de l'été 1991, qui fut la dernière de Guylaine Marchal. Il reste le chagrin de la famille. Il reste le chagrin de son fils. Il reste la mémoire d'une des grandes affaires criminelles que nous avons connues et qui a soulevé tant de tempêtes, enfin... et puis elle disparaîtra comme les autres.